Après des mois à chercher comment rouler en rallye sans être pilote, sans voiture, sans connaissances mécaniques, j'ai enfin trouvé. Et dans cet épisode, je vous raconte comment j'ai enfin touché du doigt ce que je cherche depuis le premier épisode. Et c'est la bonne largeur pour le rallye, hein. Entre le karting et le simulateur, je suis allé m'inspirer et j'ai fait beaucoup de recherches pour aller vers l'objectif rallye. Et vous allez le voir dans cet épisode, on commence vraiment à s'y frotter. Je vous laisse découvrir le menu pour l'ensemble de la vidéo. Surtout n'hésitez pas à utiliser les chapitres pour aller directement à la partie qui vous intéresse. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et à mettre la cloche pour être notifié des prochaines aventures. Au passage, je remercie tous ceux qui ont déjà commenté les vidéos. Ça me fait vraiment chaud au cœur de partager avec vous cette passion. Maintenant, on passe la première, ça arrive fort. Et c'est parti. Au début de cette aventure, il a fallu que j'aille voir un rallye. Parce que ouais, j'en ai jamais vu en vrai. J'ai grandi dans les Landes. Et à vrai dire, l'automobile s'est pas trop intégré dans la culture locale. Maintenant que je suis à Bordeaux, je me suis tourné vers le rallye de Saint-Émilion. C'était en mai 2024, un rallye national de 9 épreuves avec 110 km de chrono. Entre autres pilotes qui passeront ce jour-là, je verrai Bruno Longépé qui gagnera le rallye de Saint-Émilion en 2024 et on en reparlera probablement plus tard. Le mois suivant, on change de catégorie et je me dirige vers le circuit de Falleras pour une manche du championnat de France de rallycross. Une belle claque, il faut avouer. Et ça que ce soit avec les Twingo RX ou avec les gros monstres de 500 chevaux. Et ça c'est sans parler de la super ambiance dans le public mais aussi dans les paddocks qui sont vraiment super grands. Si vous n'êtes jamais allé sur ce type d'événement, rallycross, je vous invite vraiment à aller tester. Bon, clairement tout ça c'est chouette. Mais il n'y a pas l'adrénaline, il n'y a pas photo, je veux être au volant. Donc avant de me lancer à acheter n'importe quel véhicule sans rien y connaître, j'essaie de trouver une alternative pour rouler dans l'esprit rallye, mais à moins cher et aussi simple que le karting. Et bien, je pense que c'est pas gagné. Pour démystifier tout ça, logiquement, je me tourne dans un premier temps vers le site de la FFSA, histoire d'y trouver toutes les catégories officielles qui pourraient exister. Et c'est pas très clair. Quand on n'a pas tous les codes, c'est pas facile de s'y retrouver. Pour comprendre chaque catégorie et ses contraintes, il faut croiser pas mal d'informations qui sont à différents endroits sur le site. Il faut lire des règlements qui font des centaines de pages, et il n'y a pas un tableau clair pour les gens qui n'y connaissent rien, comme moi quoi. Et au final, ça m'a gonflé, donc c'est peut-être pas le bon endroit pour comprendre tout ça. Je mets la course de côte de côté, juste parce que c'est pas ce que je recherche comme philosophie, même si techniquement c'est peut-être la catégorie la plus ouverte en termes de véhicules. Il y a aussi l'autocross. Et oui, alors là, clairement, ça a l'air super méga fun. Mais encore une fois, c'est pas aussi simple que le karting pour pratiquer. Il faut être licencié, il faut avoir un bolide et coller au programme des compétitions. Encore une fois, c'est contraignant et j'ai pas vu de piste réellement ouverte à la location, comme ça pour débarquer un jour sans rien avoir prévu, quoi. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir nos chakras à d'autres véhicules à 4 roues. Et notamment, il y a les buggy et les SSV avec leur format un peu plus compact, avec 1 ou 2 passagers et un rapport poids-puissance qui a l'air vraiment extraordinaire. Quand on regarde les compétitions en buggy dans la catégorie kart cross, franchement, ça déboîte. Ils sont tout le temps en travers, ça se bataille vraiment. Là, clairement, je pense qu'au volant, on s'ennuie jamais, qu'il y a réellement du plaisir de pilotage. Mais là encore, il faut être licencié et avoir son auto, ou le louer. Mais pour une fois, cependant, j'arrive à trouver un seul endroit en France où on peut pratiquer le kart cross en location. C'est à côté de Nantes et j'espère rapidement pouvoir vous faire un retour d'expérience. Réellement. Si vous connaissez d'autres endroits où on peut pratiquer ce genre de kart cross en glisse quelque part en France ailleurs que ce site à Nantes, franchement, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Ensuite, avec ces mêmes véhicules, il va y avoir d'autres sorties de type un peu moins sportive. On appelle ça souvent des balades, avec les SSV notamment. C'est le genre de sortie où tu vas pouvoir te faire plaisir à rouler sur des chemins et à te faire griller un magret le soir au feu, quoi, par exemple. C'est sûrement très sympa pour passer un week-end relax et se faire plaisir. Mais je suis pas convaincu, c'est pas ce que je recherche. Par contre, si tu as déjà ton propre SSV, tu vas pouvoir participer à des journées qui sont organisées sur des circuits de rallycross, vraiment te faire plaisir. Mais bon, faut déjà avoir son SSV, quoi. Moi, j'en ai pas. Et enfin, il y a le 4x4. Et là, c'est possible.
il y a plusieurs terrains où on peut pratiquer le franchissement, avec son véhicule ou en location. Donc ouais, c'est pas perdu quoi. Mais le 4x4, c'est une autre philosophie de pilotage et c'est pas ce que moi je recherche. Voilà. Bon, si on fait un premier état des recherches, c'est quand même un petit peu chou blanc quoi. J'ai pas trouvé un moyen simple de rouler dans l'esprit du rallye sans faire des rallyes. Tu serais pas en train de te prendre la tête pour rien là? Bon, si ça n'existe pas vraiment, est-ce qu'on peut pas inventer des formules alternatives? Vous noterez que j'ai pas peur de réfléchir loin des routes bien tracées et connues pour arriver à mes fins. Par exemple, on pourrait imaginer rouler sur un terrain de motocross. Il y en a plein. Bon, c'est séduisant, mais la typologie des circuits, elle est clairement pas adaptée pour rouler en automobile. À moins de vouloir faire des vidéos où on casse très rapidement les voitures. Sinon, pourquoi pas acheter un terrain? Bah ouais, t'es chez toi et si jamais t'arrives à trouver un terrain où il n'y a pas un voisin à 50 km à la ronde, tu peux possiblement espérer pouvoir te faire plaisir dans ta forêt privative, non? Il n'y a aucune loi qui interdit ça. Mais dans la réalité, c'est quasi mission impossible. Et il est facile de voir des projets portés par des pros qui n'aboutissent pas malgré des investissements importants et des supports politiques importants aussi. Ça n'aboutit pas. Et puis très vite, forcément, il y a des plaines du voisinage. Et ça, même sur des circuits existants et très bien conçus. Je vous renvoie notamment sur la vidéo du circuit de Saint-Bray. Donc bien que ça reste envisageable, en étant réaliste, c'est juste pas possible. Et ça, évidemment, c'est sans parler du prix du terrain. Je vous parle de budget pour rouler en automobile, et là je voudrais acheter un terrain. N'importe quoi. Néanmoins, j'ai quand même parcouru Google Maps dans tous les sens, et croyez-moi, je suis assez extrémiste sur le sujet. Et oui, je trouve des vieilles pistes, je trouve même des terrains super intéressants, avec des pistes quasiment prêtes à l'emploi, mais la proximité des riverains reste souvent un problème majeur. Je vous mets un extrait d'un circuit que j'ai trouvé, qui est vraiment intéressant. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce circuit-là. Ouais, si tu passes, tu creuses quoi. Tu fais ça exactement. C'est la bonne largeur pour le rallye. Hein. Je pense qu'ils ont rapporté du caillou. Aïe aïe aïe. Wouh. En dernier lieu, il faut savoir qu'en Aquitaine, il y a des contraintes complémentaires qui viennent rendre le rêve compliqué. Et ça tourne notamment autour de la forêt. Et ces malheureux feux de forêt dévastateurs. On est en plein dans le parc naturel de Gascogne et il y a de nombreux sites qui sont protégés, notamment par Natura 2000. La plupart des chemins qui parcourent la forêt sont des chemins DFCI avec des règles très précises, interdites à la circulation, etc. Et tout ça mis bout à bout, ça compromet beaucoup la possibilité de rouler en automobile dans cette région. Bon, je râle, je m'arrête jamais. Ok, on dirait un opposant politique qui est toujours contre sans jamais rien proposer. Alors je vais redescendre sur Terre, on va passer à l'action, puis je vais m'ouvrir aux solutions qui me sont proposées localement. Après le rallye et le rallycross en spectateur, un mois plus tard, je me rends sur un circuit asphalte, proche de Bordeaux, c'est le circuit de Haute-Saintonge, à peine à 1 heure de route. On est en juillet 2024, et ça y est, je prends enfin le volant d'une vraie voiture de sport sur un circuit. Et pas n'importe quelle voiture, une Alpine A110S. On part pour une demi-journée de découverte de pilotage en mode coaching. Sur cette demi-journée, je vais partager le volant avec un ami et petit à petit, on va découvrir les subtilités du pilotage sur une piste qui n'a pas l'air compliquée en soi, mais qui est pleine de surprises et de petits éléments techniques piégeux. Évidemment, j'avais pris le temps de m'entraîner sur mon simulateur avant d'aller sur le circuit, mais quand tu passes au réel, il faut tout recalibrer et rester humble pour bien progresser. Une chose est sûre, c'est que l'enthousiasme, lui, il était bien là. À l'époque, j'avais pas de caméra, donc j'ai pas beaucoup plus d'images à partager avec vous. La deuxième étape de cette découverte du pilotage, ça sera une box pour un stage de découverte terre sur le circuit de Minzac. La date prévue, c'est en septembre 2024, 2 mois plus tard. J'attendais clairement cette journée avec impatience et j'ai commencé à avoir peur quand des gros nuages noirs ont commencé à s'installer à 2 jours du stage. Et ça semblait pas s'améliorer. Et j'ai pas été le seul à m'inquiéter parce que la veille du stage, je reçois un coup de fil qui me dit que la piste de Minzac est impraticable à cause de la pluie. Et une solution de repli peut-être? C'est pas garanti. Grosse déception. Et au final, ils rappellent et disent qu'ils ont pu déplacer le stage sur le circuit de Faleras. Waouh! Ça sonnait comme un rêve pour moi de pouvoir aller piloter sur le circuit où j'étais spectateur 3 mois plus tôt. Allez, je vous emmène sur place. On est dimanche 22 septembre et on devait aller à Minzac. Finalement, on se retrouve à Faleras. On va voir comment ça va se passer. On est dans
dans la Subaru, petit test entre midi et deux, que je suis avec mon copain moniteur. Au final, cette journée, c'était plutôt une série d'exercices autour de cônes ou de travail d'un seul virage. J'en sors quand même avec une grosse frustration parce que le format correspond pas à ce que je recherche. Clairement, il faut que je passe plus de temps au volant parce que, rappelez-vous, je pars de zéro. Ouais, il faut que je roule. Et c'est possible, mais c'est pas en Aquitaine et il va falloir faire de la route pour aller là où ça se passe. Moi, au final, je me décide à aller faire une journée coaching avec Rally Academy. Le temps d'organiser tout ça et de réunir un budget, on est en février 2025. Et la route vers cette journée de stage, elle se transforme en un vrai road trip de 600 km. Avec plus de 7 heures de route, il faut faire des pauses, évidemment. Et pour rendre ces pauses revigorantes, moi j'ai choisi d'aller découvrir des nouvelles pistes de karting. Ouais, c'était osé comme idée, mais clairement ça a super bien fonctionné et je vous laisse découvrir tout ça en images, faites-vous plaisir. J'ai donc décidé de faire 2 arrêts sur des pistes de karting que je connais pas. La première c'est le karting de Codescote dans le 47 à côté de Agen. Et la deuxième ce sera Cossimoujol. Je ne sais pas le département, c'est au-dessus de Montpellier si je me souviens bien, avant d'arriver à Alès. En tout cas ça promet une petite route trop chouette avec des pauses qui sont plus sympas que de manger un sandwich au bord de l'autoroute quoi, clairement. Donc c'est parti, on se retrouve sur la piste tout à l'heure. On est parti pour le karting de Codecoste. Donc là il fait 10 degrés, la piste est séchante, ça devrait aller, on va y aller tranquillou, hein, sur un bel accueil. Et il y a une piste indoor aussi qu'on ne testera pas aujourd'hui. Vous avez déjà fait des cartes? Ouais, j'en fais régulièrement là. Allez, ça Depuis marche. un petit moment, mais c'est la première fois ici. Ok, très bien. Faites attention derrière les arbres, ça risque de glisser. Enfin, déjà, toute la piste risque de glisser un petit peu, surtout les premiers tours. Mais surtout derrière les arbres, dans la partie la plus rapide. Dans la partie la plus rapide, ouais. Parce que c'est à l'ombre. Ouais, ok. Évitez tous les premiers tours, ça va pas vous faire surprendre. Ouais. Et évitez vraiment les flaques. Dans la sortie, vous allez avoir à la fin de la longue parabolique, Ouais, vous allez avoir une chicane. Après la chicane, un U gauche. ouais, Et à la sortie de ce U gauche, généralement une grosse flaque à la sortie à gauche. ok. Évitez-la, sinon après le virage d'après, vous finissez à l'herbe. C'est bien, sur un terrain glissant, sans sortir, c'est bien. C'est un bon score. Allez, merci, à la prochaine. Au revoir. J'ai bien aimé le circuit, franchement, c'était super agréable. Donc, j'espère qu'on reviendra. Et bien, ça, c'est fait. Une belle session à Codecoste. 2 sessions avec les cartes de 170, un temps de 57 et quelques. Bon, facile, un record du jour. J'étais tout seul, on est le matin, il est 9h30. Le soleil commence à se lever, ça va être trop cool. Encore une fois qu'il n'y a pas grand monde, que je vais tout seul en piste. L'endroit est absolument incroyable. Tout en pente et tout. Ça, c'est une piste qui promet. Hallucinant. Petite frayeur au deuxième tour. Ouais. Enfin, vous avez tourné. Ouais. Je me suis dit, oh, mais il doit passer à fond. Non. 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 Impressionnant. Vraiment la piste. Hallucinant. Et du coup, ouais, ça tarte fort. Hein. Ben, ce qu'il y a, c'est qu'on peut rentrer beaucoup plus de vitesse dans les virages. Ouais. Et puis alors, ils sont hyper vifs et tout. Waouh. Alors, la combinaison des deux, c'est complètement dingue. Enfin, je trouve une solution pour revenir.
faut vraiment revenir sur cette piste avec les copains, partager ce moment vraiment chouette. Et ben, on reprend la route et puis on va vers notre destination finale. La suite, ce sera pour demain. Et voilà la première partie du road trip qui s'achève après 632 km et 2 arrêts dans des kartings. On arrive, il fait nuit, il faut juste aller manger et penser à se coucher pour être en forme le lendemain matin. Au réveil, il fait pas très chaud, mais franchement, il fait un super temps. On se dirige direct vers le circuit de Saint-Bray. Ça y est, on est arrivé pour notre journée. Tiens, je me mets au soleil. On est au circuit de Saint-Bray, en Ardèche, si je dis pas de bêtises. Et on va se faire une journée avec Rally Academy, si vous voyez le panneau derrière. On a la petite ribambelle de voitures, une journée de terre, une journée avec un instructeur. Je suis super impatient de voir ce que ça donne sur le terrain. La piste devrait être bien détrempée, néanmoins on a du soleil, donc ça devrait être cool. Après un petit moment ensemble pour se rencontrer, pour apprendre à se connaître, on part sur le terrain qui est en gravier. Ça va nous permettre de prendre en main la voiture. On va commencer avec la 206 RC. Et franchement, avoir accès à une petite surface en gravier comme ça paraît super simple, mais ça s'avère extrêmement formateur. Et avoir la possibilité de rouler sur un terrain comme ça, sans se poser la question du voisinage, eh ben, c'est pas facile en général. Si vous connaissez par exemple des possibilités pour faire ce genre de travail en Aquitaine, franchement, voilà, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse. Moi, ce que je recherche, c'est juste un endroit pour pouvoir pratiquer en faisant ce genre d'exercice tranquillement, quoi. Non, je l'ai pas touché. Je l'ai dépassé. Il faut pas que le nez dépasse. On va enchaîner plusieurs tours avec cet exercice. Les conseils évidemment donnés en live par l'instructeur seront essentiels pour progresser, prendre des bons réflexes. Et franchement, c'est le kiff total, quoi. Ça faisait très longtemps que j'attendais ça. Contrat réussi, 33, 26, bravo. Une petite seconde, ouais, c'est vrai que ça fait... Et pourtant j'ai une sensation de fluidité, tu vois, dans le truc beaucoup plus que sur le mien. Trajectoire forcément plus... un peu plus arrondi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est juste moins cassé que toi. Tout à fait. C'est au travers de ça que je gagne un peu de temps, parce qu'effectivement la voiture elle a pas besoin de repartir, elle est pas moins de correction parce que tiens, hop, je suis un peu moins bien. Mais je mets moins d'engagement que toi. Uh-huh. Dans les vitesses d'entrée là-bas, je me suis calmé un peu plus pour après bénéficier de la J'ai bien sortie. vu effectivement, puis tu ralentis fort, à une impression de un peu trop. Ça, je retrouve ça avec le simulateur. Il faut presque l'impression d'être à l'arrêt pour bien prendre. Et après plusieurs tours sur la partie gravier, on passe maintenant sur la partie terre. Donc ce que vous voyez là, c'est une partie du circuit de Saint-Bray. Je vous invite à aller vers la vidéo où je vous présente le circuit en entier. Là, on fait une boucle qui doit faire peut-être 1 km sur la partie centrale, qui est la partie la plus large. Il va y avoir une grosse découverte de ma part sur la manière de conduire sur la terre, d'autant plus là sur des conditions extra glissante. On voit bien là, la partie humide en bas, ça glisse super fort. Malgré tout ce qu'on a fait au préalable sur la partie gravier, ça va nous être utile pour préparer tout ça, apprendre à bien rentrer, à positionner la voiture là, dans des virages comme là. Un virage qui est vraiment dans la longueur, on se rend pas compte, il faut faire des petits levés de voiture. Enfin, je dis on se rend pas compte quand on est comme moi, un peu un débutant. Là, on commence vraiment, pour moi, à prendre énormément de plaisir. Il y a plus de vitesse, il y a plus d'engagement. Et c'était important de poser les bases dans la matinée pour arriver vraiment à être là. Et on se rend compte encore qu'il y a plein de petites erreurs, que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît d'être efficace. On peut toujours rouler et se faire plaisir, ça c'est une manière de faire, mais si on cherche vraiment l'efficacité, il va falloir être très précis, quoi.
basse vitesse, ok, mais... Et là encore, un feedback en live avec l'instructeur qui est à côté, c'est indispensable. Je pense que c'est très différent de prendre des journées au format un petit peu track day, où on roule tout seul, on peut très facilement répéter des erreurs, prendre des mauvais réflexes. Ces journées-là, c'est certes une dépense, mais c'est une formation qui va beaucoup plus vite, quoi. Moi, je défends vraiment ce genre de format pour tous ceux qui souhaitent progresser dans leur technique de pilotage, quoi. D'accord, c'est vrai. C'est-à-dire que là, tu fais bien des bons freinages, mais tu utilises ton freinage vraiment pour perdre beaucoup de vitesse et tu penses pas du tout au latéral. C'est-à-dire que, en gros, comme tu arrives vite, tu es obligé de faire ça parce que finalement tu termines ton freinage tu veux les terminer avec les roues droites. Terminer avec les roues droites ici, alors ça impose une vitesse plus basse compte tenu de l'angle que tu dois donner au départ, mais par contre tu vas utiliser l'arrière, alors que là c'est impossible. À moins que je mette un truc sous les roues pour la faire tourner, ça marchera jamais, quoi. Avec cet angle-là, cette vitesse-là, c'est impossible. Et en bas de la descente, il y a un peu de ça, plus le phénomène vitesse-descente, il faut vraiment que tu ailles chercher l'extérieur. Mais pour te donner envie de la placer du train arrière, il faut moins de vitesse. Dans ces deux-là, on a trop de vitesse. À l'entrée, si tu me demandes de le faire, tu verras, je vais plus la calmer. Je vais peut-être mettre un peu plus d'engagement en volant et tout, mais en termes de rythme, je suis moins vite que toi. Essaie de lisser un peu ton freinage, plutôt que de dire, allez, je freine fort, et puis après, derrière, comme je suis arrêté... je freine fort, mais pas comme là, c'est juste pour ralentir. Et comme ça, tu as une possibilité de lisser en enlevant un peu, éventuellement. Alors, tu vois, là, on sort un peu de la théorie, mais c'est la théorie réalistique. S'il faut en mettre un peu parce que tu juges que tu es encore un peu trop vite, tu en mets, mais tu enlèves derrière. L'idée, c'est que vraiment, au moment du frein, tu sens encore en phase d'en enlever. Si tu as fait, paf, un plantage d'un coup, tu as envie de le lâcher. Et là, non, là, il faut pas. Hop là. Oui, belle, magnifique. Prépare ta main droite. Voilà, ça, encore. Enlève ton frein. C'est ça que je veux. En trajectoire, mais c'est ça que je veux. Frein, ça soulage, garde l'extérieur, garde les freins, garde les... Oui, on fera pas beaucoup mieux, hein. Honnêtement, hein. Ouais, je sais que tu fais des scènes, mais... Et voilà. Voilà, c'est lui, là. Fais les freins, prépare ta main gauche. Encore. Envoie. Oui, et voilà. Et on reste. Voilà, encore. Soulage, laisse freiner. Braque un peu plus. Voilà. T'as vu comme elle l'a prise le braquage final? On avait la bonne vitesse, on avait le bon dosage. Garde les freins. Soulage. Ça va aller, va tourner. Redresse les roues, redresse. Voilà. Un peu de patience. Oui. C'est un petit peu dur. Il est pas encore là, c'est belle différence avec le simulateur. Tu dois attendre sur cette surface-là. Donc on le sent mieux parce que là t'as le feeling. Ouais, l'extérieur c'est bien la reprise. Ouais, de l'arrondi. Allez. Oh, c'est super. Eh ben, on est en ligne, génial. Ah oui, là c'est sûr qu'on a envie, là. Il y a des dons. Là je fais attention. Regarde les freins, remets un petit coup de volant. Regarde, non. Je suis timide. Regarde où tu peux aller, regarde les freins, voilà, belle. On reste les roues, tu peux commencer à accélérer gentiment. Ok. Allez, l'extérieur, une nichette de frein. Soulage, et les placer, c'est pas beau ça? On sent que ça comme tu viens de me faire un super tour, on va rester là-dessus et changer la voiture. Ouais, bien, encore mieux. Tu me fais le gauche et on s'arrête. Tu parlais pas T'as compris qu'il y avait une vitesse seuil. C'est-à-dire que si tu as la bonne vitesse, tu as vu quand je te dis rajoute du volant, normalement c'est pas ce que je t'ai demandé de faire, c'est pas écrit dans le livre. Ça marche. Mais ça fonctionne parce qu'on a la bonne vitesse pour le faire, qu'on a encore le pied sur le frein et qu'au départ elle peut pas prendre autant d'angle, mais elle peut le prendre à partir du moment où j'ai diminué mon rythme. Mais j'ai toujours un peu de train avant, donc tac, ça suffit. Parce que si tu cherches à mettre 3/4 de tour au moment où tu arrives à cette vitesse-là, voilà, c'est plié. Donc ça marche pas forcément à l'engagement, il t'en manque encore un tout petit peu de métier. Mais par contre, à un moment donné, le vitesse seuil, tu mets ton volant, tic, elle s'en roule. Celle-là, il est punk qu'on avait déjà réussi à faire, on l'a fait 2 fois, nickel. Tout à fait. Et c'est du bon boulot. Non, c'est vraiment bien.
Du coup, on enchaîne directement avec la Subaru, qui est évidemment une 4 roues motrices, mais surtout montée avec des pneus terre. Donc on va avoir beaucoup plus de grip et les angles de volant vont être très différents, le comportement. Donc là, il faut très vite s'adapter. Mais vous allez voir, c'est vraiment excellent. Je vous laisse profiter de 2 tours sans vous embêter. Juste accroche le cintre sur le bateau. On attaque les freins. Oui, voilà, ça va être tout seul là. J'arrive à te le dire avant, non? Oui. Et là, on ralentit fort. Soulage, mais tiens-le quand même. Tiens-le, regarde où tu vas aller. Enlève du volant, s'il te plaît. Enlève. Paradoxal, mais enlève. Oui, ah oui. Plus t'en as, moins ça tourne. Toi, tu veux garder ta petite marge de volant, mais c'est pas la peine. Là, ça passe tout seul avec les pneus. Alors, un tout petit peu tôt, on regarde, on est gêné. Ça veut dire qu'on est rentré trop tôt, un peu trop vite. Il faut quand même casser un tout petit peu plus la vitesse. Là, moins ça. Ah, dis-toi ce que tu as besoin de faire. Voilà. C'est clair. Ça va tourner tout seul. Garde les freins, s'il te plaît. Voilà. Le dernier. Ok. Voilà. On va bien chercher l'extérieur. Ça va tourner tout seul. Bon, regarde. C'est dommage que tu m'aies lâché le frein. Je vais regarder une fraction de seconde de plus pour qu'elle reste bien à l'intérieur. Dans l'axe de sortie. Bien le tour. Je vais y aller là. Je Pas mal ça. On reprend progressivement. Regarde. On a bien utilisé la 4 roues là. Place. Tout de suite. Voilà. Bien. Bien d'abord posé. Allez, ouvre le frein. Ah, j'ai été gentil. Derrière et... Regarde, allez. Et je l'ai pas touché le cône. T'as pas touché de quoi? Non. Une satisfaction. C'est bien. C'est très fun. Faut bien ralentir quand il faut bien ralentir. Ça, c'est important. Ben, c'est ce qu'on évoquait par rapport à l'énergie, c'est-à-dire que tu prends de la vitesse en ligne droite, tu as envie, mais il faut la calmer. Pour le virage qui lui ne nécessite pas autant d'énergie, mais plutôt du dosage dans les commandes. Et ben, si on est trop brusque, forcément, tu vois, tu parlais tout à l'heure de franchise ou de brutalité, là par moment tu es vif, quoi, tu vois. Je suis peut-être un peu plus libéré là. Ah, tu vois, ouais, ok, c'est on peut plus- un peu s'amuser, ça m'aide à rentrer dedans, j'ai l'impression. Ah ouais, non, mais ça fait pas. On est d'accord, je peux pas te laisser faire ça le matin quand t'arrives. Hein. Ou alors j'ai plus de voiture. Non, on a fait il y a une belle différence Ah ouais, effectivement entre. Bon, il y a plus de grippe, manifestement, Ouais. mais non, on n'a pas filmé ce matin, mais c'est sûr des que. petites choses. On voit ta Ouais. tête quand même. Non mais je suis jamais venu en fait, je suis jamais venu. Le petit imprévu, le pneu que j'avais réparé il y a quelques temps finalement ne tient pas, donc on avait un autre trou. Bilan pneu non réparable, on change de pneu, ils ont la gentillesse de monter un pneu d'occasion vite fait, histoire que je puisse faire la route retour jusqu'à la maison. Puis quand on sera rentré à la maison, on verra ce qu'on fait avec la tuture. Allez hop, c'est parti. Je suis donc sur la route du retour, on est reparti de Alès. Les plans ont changé, je devais passer par Toulouse et m'arrêter au Muret. Et bon, j'ai changé d'avis parce que petit coup de fatigue hier, etc. Donc j'ai décidé de prendre l'itinéraire bis qui m'a fait passer donc de Alès, ensuite à côté de Mende, puis Cahors, et là on est en direction de Bergerac avant d'arriver à Bordeaux. Franchement, je conseille de prendre l'itinéraire bis si vous avez le temps. C'est vraiment chouette, on découvre des endroits vraiment incroyables. Les panoramas sont top, quand on aime rouler, les routes sont top. Au lieu de 5h et quelques, on est à 7h et quelques, donc ça fait 2 heures de plus. Mais si vous avez le temps, c'est tranquille, c'est bizarrement moins fatigant. Je conseille. Voilà, là on fait une petite pause dans des endroits sympas et on va bientôt arriver à notre point de destination intermédiaire à Bergerac. Et comme à l'aller, on ne déroge pas à la règle, on va faire un petit karting. Allez, c'est la pause, je vous dis à tout à l'heure.
Bon, pas de chance pour Bergerac, on peut pas filmer, une histoire de réglementation, comme c'est le cas sur un certain nombre de pistes. Donc pas de GoPro pendant la session. Je suis 4e, je crois. On était 17 en piste, c'était intéressant, dépassement, etc. Il y avait 3 fusées devant, des mecs manifestement qui ont l'habitude de venir sur ce circuit. Et en plus, je suis tombé sur la journée du kart à la F1, donc il y avait beaucoup plus de monde que... beaucoup plus, enfin j'en sais rien, je suis jamais venu, mais il y avait beaucoup de monde en fait qui attendait. Ils alternaient les sessions entre kart fun, kart loisir, kart compète et les sessions pour la qualification du kart à la F1. Néanmoins, voilà, expérience sympa du coup. Maintenant, je peux dire que je connais la piste et je pense qu'on reviendra au courant de l'année pour des sessions en SWS. Allez, on reprend la route et puis on va terminer ce périple qui dure quand même depuis 2 jours. « 1201 km en 3 jours. On a vu tout ça ensemble. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, j'en ai appris et on mettra ça en application dans les prochaines sorties. Allez savoir, est-ce que le rallye ce sera cette année ou l'année prochaine? La question se pose encore. Ouais, alors moi, clairement, j'ai passé un super moment. Et ce que je retiens de tout ça, c'est que, ouais, je suis pas manche au volant, j'arrive à intégrer, j'arrive à progresser, mais j'ai pas un niveau naturel extraordinaire, quoi. D'ailleurs, est-ce que ça existe? Il va falloir travailler et clairement, j'en ai trop envie. Juste après ce stage, je vais participer au Volant Rallye Academy pour gagner un rallye. Je vous spoil pas toute la vidéo, mais clairement, j'ai fait des erreurs et j'avais pas le niveau suffisant pour gagner. Cette vidéo, elle vous résume toute la journée, elle est déjà sortie il y a un bon petit moment, je vous mets le lien par là. Je vous invite vraiment à aller voir, c'était une journée hyper sympathique. Même si j'ai pas gagné. Bien, il faut tirer une leçon de ces belles premières expériences. Et pour commencer, je suis maintenant clairement décidé à me perfectionner. Je veux devenir pilote. On dirait un petit gamin. Ouais, je suis un grand gamin. Donc je vais me définir des jalons pour progresser et laisser le temps à l'expérience de s'imprégner sur le long terme. Et c'est un vrai challenge quand on est super impatient comme je suis à ce moment-là. Histoire de rester très terre à terre, on va commencer par définir un budget pour l'année 2025. Je vais envisager plusieurs options et les confronter, notamment la différence entre partir sur des formules de stage tout compris comparé à l'achat d'un véhicule dédié. Je pars déjà sur une grosse déception, puisque je sais que rouler sur terre régulièrement, ça va pas être possible et qu'il va falloir que je me contente de rouler sur l'asphalte. Ce qui nous mène à nouveau vers un joli tableau que je m'empresse de vous présenter. Non mais sérieux, il vous ennuie pas le mec là avec tous ces tableaux ? Nous voilà donc dans le tableau qui s'appelle « Calcul du coût de pilotage asphalte ». Le but pour moi, ça a donc été de lister tous les circuits qui m'étaient accessibles depuis Bordeaux, donc j'ai pris les circuits qui étaient pas trop loin, et j'ai listé les différents organisateurs qui font des track days pour imaginer aller rouler en track day avec ma voiture et comparer ça avec les solutions qui sont proposées éventuellement par ces mêmes organisateurs ou d'autres, avec des solutions tout compris. J'ai pris les prix journée, souvent on peut faire aussi des demi-journées, mais bon, quand t'es un passionné, tu fais plutôt la journée complète, quoi. Ça comprend en général le prix de l'inscription pour accéder au circuit, une assurance responsabilité civile qui est optionnelle, donc tu peux avoir la tienne à côté, ou tu peux prendre celle qui est proposée par l'organisateur du track day. Pour chacun de ces circuits, j'ai ensuite déterminé le nombre de kilomètres entre mon domicile et le circuit, de manière à estimer les frais de déplacement, parce qu'en plus du coût de l'inscription au track day, il va falloir compter l'essence, le péage éventuellement. Et je crois que j'ai mis un petit peu plus pour arrondir, on va dire, avec les frais de fonctionnement du véhicule personnel. Moi j'ai une voiture, c'est un break. Si par contre t'es avec un camion pour tracter une remorque avec ta propre voiture dessus, c'est pas impossible que t'aies des frais un petit peu plus importants, notamment en termes d'essence et de péage aussi si t'as un véhicule plus gros, quoi.
Et pour certains des circuits qui peuvent être lointains, j'ai également compté une nuit d'hôtel, parce que par exemple pour être allé au Vigan, c'est quand même 3 heures de route. Si tu pars le matin à 5 heures, tu fais 3 heures de route, pour rouler toute la journée, il faut refaire 3 heures le soir. Moi perso, je suis pas chaud. J'ai vu, il y en a qui le font, très bien, si c'est bien pour eux. Moi je préfère la jouer safe et me dire j'arrive un jour avant et je dors sur place pour être frais le matin et rentrer tranquillement après le track day à la maison, quoi. Donc ça, c'est des données de base qui vont servir au calcul pour le deuxième onglet qui s'appelle l'onglet calcul. Dans cet onglet, on va se concentrer dans un premier temps sur la partie en haut à gauche qui sont les paramètres variables. J'ai appelé ça paramètres variables. Il y en a deux. Le premier, c'est le coût d'achat d'un véhicule. On va jouer un petit peu dessus, je vais vous montrer comment ça influence les données que je veux regarder à la fin. Soit je veux effectivement faire du track day et ne faire que de l'asphalte, et auquel cas je vais acheter un véhicule typé piste, ou je vais me préparer un véhicule typé piste. Moi, dans mon objectif rallye, si je devais acheter une voiture, j'achèterais plutôt une voiture typé rallye qui va très bien pouvoir rouler sur piste. Donc les prix sont pas forcément les mêmes, ça dépend aussi beaucoup de la capacité mécanique que vous avez. Est-ce que vous pouvez vous-même préparer le véhicule ou est-ce que vous allez le faire préparer par quelqu'un? Le deuxième paramètre variable, ça va être le nombre de sessions qu'on va faire au cours de l'année. Et vous allez voir, c'est super important. On va partir sur un budget raisonnable, on va dire 10 000 pour acheter un véhicule prêt à rouler sur du track day. Sur la base de ça, il y a des paramètres qui vont être calculés, c'est le coût d'entretien annuel du véhicule. Je vais pas rentrer dans les détails, j'ai pris des chiffres, ils sont bons, ils sont pas bons, je sais pas, en tout cas c'est ceux que moi j'ai pris comme repère. Il y en a un deuxième qui va être le prix des consommables par session, en gros ça va être surtout les freins, les pneus et quelques fluides. Et éventuellement, est-ce que vous prenez une assurance complémentaire pour le circuit? Faut savoir que la RC, la responsabilité civile, ça va protéger les dommages que vous pourriez faire à quelqu'un d'autre, mais si votre véhicule est accidenté, il n'y a rien du tout qui est pris en charge par l'assurance. Une assurance complémentaire typée circuit pourrait couvrir ce genre de dommages, quoi. Pour finaliser les données qui vont permettre le calcul du tableau à côté, coût moyen d'un stage all-inclusive. Ça, c'est je réserve un stage pour aller faire un track day. J'ai rien du tout, j'ai pas d'équipement, j'ai pas de voiture, j'ai pas de combi, j'ai pas de gants, rien du tout, pas de connaissances en pilotage non plus, et je débarque le matin, le jour du stage, et je fais toute la journée comme ça. J'ai pris un budget assez confortable, qui néanmoins est extrêmement réaliste, puisque c'est ce que j'ai payé sur certains des stages au cours de l'année qui est passé après. Donc ça c'est un coût fixe si je veux faire un stage format track day avec un instructeur toute la journée avec moi. Coût moyen du track day déplacement inclus, en fait, ça c'est une moyenne qui a été calculée à partir des données de ce tableau-là. Ça nous fait un coût moyen si vous allez rouler sur un track day de un peu moins de 500 €, quoi. Deuxième chose importante, je me suis dit, bon, si j'achète un véhicule pour aller rouler, a priori c'est pas pour aller rouler une fois par an, mais c'est pas non plus pour faire ça juste pendant 6 mois, quoi. J'ai l'intention de faire ça pendant longtemps, voire plusieurs années. Donc je suis parti sur le principe de compter une exploitation du véhicule sur 3 ans. Ok. La grosse différence au démarrage, donc année 0, lorsque je fais des stages, j'ai 0 investissement à faire. Alors que si je fais des sorties track day, j'ai acheté mon véhicule, donc déjà j'ai dû sortir 10 000 € pour acheter le véhicule. La deuxième année, donc si je pars aujourd'hui sur le principe d'avoir fait 6 sessions annuelles, si je ne fais que des stages à 1 500 €, 6 fois 1 500 €, ça me fait 9 000 € sur l'année. Alors que si je fais des track day, je vais dépenser seulement 2 800 €. Okay, donc en gros, la première année, si je fais que du stage, j'en ai pour 9 000 €. Et la première année, à condition de penser à un amortissement sur 3 ans pour le véhicule que j'ai acheté, je vais ne dépenser que 8 400 €. En gros, c'est comme si tu disais, je fais un crédit de 10 000 € sur 3 ans pour acheter ma voiture, quoi. Ensuite, la deuxième année, donc là on cumule d'année en année. Première année 9 000, plus 9 000 ça fait 18 000, plus 9 000 ça fait 27 000. En gros, quand on arrive à cette ligne-là, on dit ok, j'ai roulé pendant 3 ans, j'ai acheté un véhicule à 10 000 €, j'ai fait 6 sorties track day par an. Si je ne fais ça qu'avec des formules stage, j'aurais dépensé 27 000 €, alors que si j'ai acheté mon propre véhicule, j'aurais dépensé 33 000 €. Donc là, on voit déjà une première différence, c'est qu'au bout de 3 ans ou même 2 ans, le prix en format stage reste moins cher qu'en track day.
avec les hypothèses que j'ai prises en compte, hein, bien sûr. Sur cette ligne-là, j'ai ramené le total à un prix mensuel de dépenses. Là, ça coûte 750 € si je ne fais que du stage tout compris. Ça me coûte 665 € en track day. Là, j'ai enlevé le prix du véhicule, juste pour pouvoir comparer vraiment les coûts de roulage. Et enfin, je pars dans l'hypothèse, ok, mon véhicule, je l'ai acheté 10 000 €, au bout de 3 ans, je le revends, je l'ai entretenu, il y a quand même une petite décote, j'ai compté une décote de 20%, donc je le revends à 80% de mon prix d'achat. Et la dernière ligne, ça serait vraiment, qu'est-ce que ça m'a coûté sur 3 ans, après avoir revendu le véhicule, j'ai bien roulé, j'en ai bien profité. Donc là, on voit, par exemple, on est à achat de véhicule à 10 000 €, 6 sessions par an, une session tous les 2 mois. On a un prix à peu près équivalent, 27 000, 25 000. 2 000 € de différence, ça fait quand même un peu moins de 10% de différence, mais on n'est pas super loin, quoi. La grosse différence, c'est que en format stage tout compris, je me suis occupé absolument de rien concernant le véhicule. Je suis arrivé le matin, j'ai fait mon stage et le soir je suis rentré chez moi. Alors que si j'ai acheté mon propre véhicule, il va falloir faire l'entretien à la maison ou l'amener chez un garagiste ou quelqu'un qui est capable de faire l'entretien. Et ça, c'est du travail en plus. Donc, est-ce que ça vaut la différence de prix ? C'est vous qui décidez, quoi. C'est vous qui jugez. Je vais maintenant simplement jouer sur les paramètres de prix d'achat du véhicule et du nombre de sessions annuelles. On va dire, je vais acheter un véhicule à l'économie, au maximum. Je vais prendre un véhicule qui coûte pas cher, juste pour me faire plaisir, et il va ne coûter que 5 000 €, et je vais rester sur un nombre de sessions raisonnable annuel. Allez, je vais même baisser un peu, je vais mettre à 5 sessions par an. Ce qu'on voit là, au final, sur 3 ans, c'est qu'on est toujours dans la même proportion. En track day, c'est un petit peu moins cher qu'en stage, mais la différence, elle n'est pas flagrante. Okay ? Si je voulais que ce soit plus flagrant, si par exemple je passe à 10 sessions par an, je vais faire vraiment quasiment une session par mois, là effectivement l'écart se creuse, 45 000, 38 000, ça fait entre 6 et 7 000 € d'écart entre les deux, c'est significatif, ok ? Par contre, si je fais 10 sessions par an, ça me coûte quand même beaucoup plus cher par mois, donc oui, je peux faire des économies en ayant mon propre véhicule par rapport à louer des solutions de stage tout compris, mais ça veut dire que je m'engage aussi à dépenser plus tous les mois. Là, mensuel, on est à 1 000 € par mois pour pouvoir faire 10 sessions. Si par contre je ne fais que 6 sessions, on est à 537 €. Donc de mon point de vue, ce que je lis de ce tableau, c'est que effectivement ça peut coûter moins cher en track day, mais à condition de rouler beaucoup. Et ce phénomène, il s'amplifie encore plus lorsqu'on monte le prix du véhicule. On va se dire que je prends un véhicule plutôt bien préparé, dans mon cas ça sera un véhicule de rallye, et ce que j'ai vu en moyenne dans les annonces, c'est que c'est plutôt 15 000 €. Donc là, j'ai acheté mon véhicule et je me dis, ok, je vais faire 5 sorties par an. C'est un véhicule que j'ai acheté dans l'idée de faire du rallye demain. La grosse différence, là, ça va être qu'au bout de 3 ans, effectivement, j'ai le coût du véhicule qui monte énormément le budget. Ça fait une grosse différence, évidemment. Ça s'équilibrerait seulement si je revends le véhicule. Quand je vois ça, en fait, l'investissement financier que ça pourrait demander, ça me paraît pas cohérent, sachant que je suis débutant et que je risque de choisir le mauvais véhicule. Et du coup, ça m'a paru plus cohérent de me dire, je pars dans un premier temps sur des solutions de stage, tout compris, je vais conduire même différents types de véhicules, ça va me permettre de m'adapter, de tester, peut-être même de trouver un véhicule que je vais trouver intéressant pour faire du rallye demain, mais acheter une voiture aujourd'hui avec le coût que ça représente, l'investissement en temps, réparation, etc., non, c'était vraiment pas la bonne solution, quoi. Donc voilà, ça c'était le tableau que moi j'ai utilisé pour me faire mon idée. Vous serez d'accord ou pas avec certains éléments. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est pertinent, si vous pensez qu'on peut faire mieux. Voilà, moi c'était ma manière d'arriver au bout et de prendre une décision dans tous les cas. Donc la première grosse décision que je vais prendre, c'est que je n'achèterai pas de voiture. Ouais, rouler avec des formules de location tout compris, ça sera parfait pour progresser et prendre ses marques. On va mettre ça en application à partir de avril 2025 et vous allez suivre toutes ces étapes dans la prochaine vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir suivi ce pas avec moi en avant vers mon objectif de rallye en 2026. J'espère que ça pourra vous aider aussi dans vos propres démarches ou simplement vous faire kiffer. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve bientôt. Ciao! Like you, maybe older, chasing an idea stuck in his head. His plan, one is for
just rally me with, let's say,